gérer un point, et notre résultat de certification a été difficile, ce qui fait qu'il y avait un gros travail qui avait été mené sur tout le formalisme, et c'est un point qui est vraiment utile avant de partir dans une certif, ce qui devrait déjà être fait dans toutes les précédentes certifs, mais malheureusement, on se rend compte que même à cette quatrième itération, on a encore des fois des ratés. Et là, on était face à des équipes qui étaient demandeuses, qui voulaient vraiment réussir et montrer qu'elles étaient capables de faire quelque chose de bien. Ok. Donc, du coup, nous, on va vous présenter un peu l'établissement. Je suis accompagnée de Christine Bernard, la directrice des soins, qui va pouvoir après vous faire un petit retour sur le ressenti des équipes de soins. Donc, avant toute chose, on a voulu vous présenter un peu l'établissement. Donc, la clinique Anne d'Artois est composée de 201 lits et places. On est une clinique MCO. Et on a aussi la clinique Mao de Termonde qui a 69 lits de SSR, dont 10 lits de soins palliatifs. Ce qui représente un peu 356 collaborateurs et 80 praticiens. On vous a aussi présenté… On n'a pas la bonne diapo, Aziza. Vous l'avez pas? Voilà, il est figé sur ton sommaire. Et là? Toujours pas? Ça reste figé sur le sommaire. Je ne sais pas si c'est en double écran. Sur le sommaire. Ah, je suis en double écran. Alors, il faut faire attention. Ouais. Alors, attends. Hop. Hop. Et là, vous voyez ou pas? Oui. Oui, ça y est, Ouais. ça marche. Je vais rester comme ça sera plus simple. Ah, c'est… Hop. Ok, donc oui, on vous a présenté aussi nos spécialités pour que vous puissiez voir un peu les différentes spécialités qu'on a, de la chirurgie générale, digestive. On a un bloc opératoire, de la maternité, on a du SSR, on a une USC, un service des urgences, de la chimio aussi. Donc on est vraiment assez large, diversifié. Ouais. Notre visite de certification s'est déroulée du 27 septembre au 1er octobre. On a eu les dates qui ont été communiquées en juin pour le mois de septembre, donc en même temps à peu près que la liste des experts visiteurs. On a eu 5 experts visiteurs, dont un expert visiteur spécialisé en patient traceur qui est arrivé le 3e jour et qui est reparti le 4e jour au soir. On ne l'a pas revu lors de la restitution. Et il a vraiment fait que du patient traceur à ce moment-là. Notre programme de visite était fidèle à ce qui était déjà prévu sur Calista. On a eu 14 patients traceurs, 7 parcours traceurs, 12 traceurs ciblés et 10 audits système. Je vous les détaille juste après. Au niveau des patients traceurs, donc 14 patients traceurs, avec des pathologies ici et des modes de prise en charge qui balaient vraiment tout ce qu'on a dans la clinique. Cancer, prise en charge en chimio, endoscopie DIGE, filière gériatrique, accouchement en urgence, arthroscopie, stomatologie, etc. Les parcours traceurs, on en a 7 aussi. Donc, vous voyez à chaque fois, il y en a pour les patients traceurs, il y en a 2 qui ont été définis au moment de la visite. Et pour les parcours traceurs, on en avait un aussi défini au moment de la visite. Les parcours traceurs, on avait aussi ici de définir les différents parcours pour nous aider dans la préparation des dossiers. Pour les traceurs ciblés, c'est pareil, on avait 12 traceurs ciblés et à chaque fois, on avait les thématiques ici associées à ces traceurs ciblés et le secteur ou le service. Si ça concernait MCO ou la clinique de Mao en SSR ou le bloc ou encore les urgences. Donc, c'était vraiment bien défini. Et ensuite, les audits système. Avec les audits système qu'on connaît maintenant sur les audits un peu obligatoires et les rencontres avec les professionnels dans les services. Au niveau de la méthodologie, donc on s'était déjà bien entraîné, bien préparé avec le suivi de certif de l'AV 2014 en 2017
Donc, on avait vraiment continué dans cette dynamique de qualité et de gestion des risques. Pourquoi? Parce que toujours, je viens pas de... Ah, c'est le son, je crois. Oh, désolée, il y a un micro qui a été... Donc, l'évaluation interne, on ne l'a pas transmise via Calista. L'idée, c'était vraiment pour nous de prendre connaissance et d'appréhender ce nouvel outil. Donc, on s'est servi des grilles, mais on ne les a pas transmises à Calista. On s'en est vraiment servi en groupe de travail, en outil, mais pas en transmission Calista. On avait commencé en 2019 des petits stands de certification en fonction des informations qu'on recevait de la nouvelle certification. Donc, on était resté sur le patient traceur, sur les EPP, sur la pertinence des soins et sur l'implication des représentants des usagers. Entre-temps, le Covid est arrivé, donc ça a été un peu mis en stand-by en 2020 et on a repris fin 2020 et 2021 avec les groupes de travail autour des 3 chapitres du référentiel. Donc, chaque chapitre du référentiel a été travaillé en groupe de travail avec du personnel de terrain systématiquement. Et c'est l'avancée de ces groupes de travail ou la mise en place des plans d'action était suivie lors des comités de pilotage qualité ou en copie de soins, quand ça concernait vraiment les 2 premiers chapitres. On a aussi fait une grosse sensibilisation des équipes avec le personnel de nuit à partir du mois de mai. Donc, on a fait 11 sessions d'1h30 à peu près pour toucher vraiment toutes les équipes sur les 2 établissements, MCO et SSR. Et avec le personnel administratif aussi, on a vraiment essayé de toucher un maximum de personnel. En parallèle, on faisait des quick audits dans les services de soins. Donc, c'était des petits échanges qualité et soignants sur qu'est-ce que la qualité, qu'est-ce que la gestion des risques, sur un audit un peu d'observation dans les services de soins, si les protocoles étaient connus, si on avait les kits AES, si le chariot d'urgence était bien tenu, les FEI, etc. Donc, on essayait vraiment de tout balayer. À savoir que ces quick audits, c'est des audits habituels faits tous les mois dans les services. C'est pas juste pour l'assertif, en fait. Aziza, son équipe, elle travaille en continu là-dessus. Et on a intégré, par contre, les observations qui sont dans Calista. On les a intégrées dans nos quick audits pour vraiment avoir une vue d'ensemble et ne rien manquer, rien rater. Et en plus, on faisait des patients traceurs. Donc ça, c'est pareil. Les patients traceurs, ils font partie de notre plan d'audit depuis 2017. Donc, on fait un patient traceur par mois. Donc là, on a continué à faire ces patients traceurs. On a ajouté les traceurs ciblés. Donc, au niveau de la conférence téléphonique, on a eu une conférence téléphonique 3 semaines avant la visite de certification, donc début septembre. Là, on s'est mis d'accord sur le calendrier de visite. Donc, pareil, bien préparer les entretiens téléphoniques en s'appuyant du case mix de l'établissement. Il y a justement une question là-dessus dans le chat. Et en effet, nous, on s'est rendu compte qu'il s'inspirait de chiffres de 2019, alors que par exemple de l'ORL, on ne se tire plus. On a dû vraiment redonner notre case mix et donner des informations plus récentes pour être vraiment plus représentatifs, parce que nos patients traceurs, ça n'allait pas sinon. Donc c'est vraiment important d'avoir avec vous le case mix, qui est certainement plus actualisé dans vos systèmes à vous que disponible au niveau public. Et pareil, donc pour les patients traceurs, bien s'assurer de la possibilité de réaliser les patients traceurs par spécialité, si au niveau du bloc opératoire, quand il y a des spécialités ou non, tel ou tel jour, bien se mettre d'accord avec donc, par rapport aux audits, aux différents audits qui sont présentés et qui seront vus au moment de la visite, on a préparé ces audits. Donc, pour les patients traceurs, donc, on avait 14 patients traceurs, 2 qui ont été définis lors de la visite. Donc, il fallait donner la liste des patients hospitalisés le jour J. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un tableau qui reprend les éléments essentiels par patient pour qu'après, pour les présenter aux experts, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour eux et plus simple aussi pour nous de répertorier à chaque fois les patients. Pour les parties...
Ouais. Ouais, pardon Aziza, ça c'était vraiment le jour J en fait, pour les nouveaux patients traceurs entre guillemets définis lors de la visite. Là, c'était vraiment le jour J, le matin même où vous deviez en fait donner la liste Alors, sur des le matin, patients aux experts. généralement, c'était la veille. D'accord, la veille, ok. C'était déjà la liste la veille pour le lendemain, en fait. Ok. Donc ensuite, au niveau du parcours traceur, donc là, on avait 7 parcours, 2 définis au cours de la visite. Donc, lors de la conférence téléphonique, il nous avait demandé de sélectionner 3 ou 4 dossiers sur le dernier trimestre. Donc là, on a mis en place des groupes de travail pour choisir les dossiers patients en lien avec les spécialités demandées. C'est une grosse partie de préparation, ces groupes de travail-là, parce que finalement, ça prend du temps de trouver des dossiers qui correspondent au plus proche du parcours, bien tenus, sans couac, etc. Donc ça, c'était un peu compliqué. Donc surtout, si vous avez votre calendrier de visite, n'attendez pas le dernier moment pour préparer ces parcours traceurs-là. Au niveau des traceurs ciblés, donc là, on en a eu 12. C'était sur le même principe que les patients traceurs. On a créé un tableau qui reprenait les éléments essentiels. Et enfin, l'audit système, on en a eu 10. Donc là, on a utilisé les grilles Calista. On a réalisé des petites sessions d'entraînement avec la gouvernance pour faire le point sur les éventuels éléments de preuve à fournir. Donc généralement, c'était avec les directeurs, directrices des soins, cadres, etc., où on se réunissait une petite heure à peu près et on recheckait la grille Calista pour être OK sur tous les éléments attendus. Et pareil, donc oui, petite attention, lors des rencontres avec les professionnels, les experts visiteurs vont dans tous les services. Ils vont vraiment croiser les informations. Au niveau logistique, nous, on a mis à disposition des experts visiteurs un guide d'utilisation de notre gestion documentaire. On a eu de la chance, ils connaissaient Blue Kangoo, donc ça a été beaucoup plus simple pour nous. Mais on leur avait créé un petit guide avec des identifiants pour qu'ils puissent naviguer dans l'outil assez facilement. On avait mis aussi à disposition tout ce qui est politique qualité, on les a imprimés, et tout ce qui est documents un peu officiels avec le règlement, la politique des différentes instances. Donc ça, ils l'avaient en format papier dans leur bureau, c'était beaucoup plus simple pour eux. Et aussi une attention, parce qu'on a eu quelques petits couacs, nous, au début de la visite, c'est par rapport à l'organisation des parcours traceurs dans les services. Il faut vraiment s'assurer de la disponibilité de l'équipe et de la responsable des services de soins. Nous, on avait parfois un parcours traceur dans un service et en même temps un autre parcours traceur dans un autre service, mais c'était la même responsable de soins. Donc, c'était un peu compliqué. C'est vrai qu'au départ, on n'avait pas forcément pensé à ce qui est une personne en plus. Donc là, la directrice des soins, elle y allait aussi. Et c'est vrai que pour les documents, notre coordonnateur par téléphone avait dit qu'il est plus facile de mettre un oui quand on a les éléments à disposition que de devoir chercher les réponses pour pouvoir mettre un oui. Donc, n'hésitez pas à avoir à tout à portée de main. Et on se rend compte que des fois, en plus, dans la démarche, au cours de la visite, on peut oublier qu'on a des petites preuves à l'appui. Donc, c'est bien de les préparer en amont, surtout les points clés et qui sont des fois rien que du formalisme, de l'institutionnel, mais qu'on a à disposition, qui reprennent les éléments et nos engagements. C'est pour lire, pareil, pour lire, c'est plus facile pour l'expert visiteur de feuilleter plutôt que d'aller rechercher, même s'ils connaissaient bien la GED et qu'Aziza montrait très bien aux experts visiteurs le fonctionnement. Ça a été, je pense, assez plus facile pour eux. Donc, au niveau du déroulement de la visite, on avait des points d'étape chaque matin avec le choix des patients traceurs ou parcours traceurs ou traceurs ciblés. On a décidé à ces points d'étape de mettre le comité de direction et les responsables de soins aussi, parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était très soins, basé sur les soins. Ils étaient tout le temps dans les services. Au niveau, on avait des points d'étape contradictoires aussi chaque matin. Donc là, ils présentaient à l'oral les points positifs, mais surtout les points améliorés. Donc là, c'est le moment où il faut échanger et pas hésiter à argumenter ou à montrer que on a réajusté tout de suite après et que ça a été résolu. Au niveau des traceurs ciblés, donc toutes les personnes concernées doivent être présentes. Nous, pour le traceur ciblé sur les événements indésirables, on a eu la présence du déclarant, du pharmacien, du praticien, des IDE, etc. Donc vraiment toutes les personnes autour de la table. Pareil pour le traceur ciblé sur les événements indésirables,
ils nous ont vraiment posé des questions sur la méthodologie. Comment on a analysé l'événement indésirable? Est-ce qu'on a mis un plan d'action? Est-ce que l'information a été donnée dans les services? Donc, ils veulent vraiment regarder toute la méthodologie. Pour les rencontres avec les professionnels, c'est pareil. Ils notent dans le calendrier de visite un service, mais ils vont dans tous les services. Ils croisent toutes les informations. Ils demandent parfois même les mêmes questions dans un autre service. Oui, donc là, c'est ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure. Pas hésiter à montrer les éléments de preuve associés aux critères en parallèle, en même temps. Donc nous, par exemple, pour l'audit système sur la dynamique d'amélioration continue, on projetait en même temps les éléments de preuve. Comme ça, les experts visiteurs, tout de suite, quand ils nous posaient une question, hop, on leur montrait directement. Donc du coup, c'est beaucoup plus fluide pour eux. Et on est vraiment plus dans un échange qu'un interrogatoire et c'est mieux vécu. Et enfin, les fiches anomalies, elles sont vraiment faites au fur et à mesure. Donc, quand ils saisissent les résultats des grilles dans Calista, l'outil génère automatiquement une fiche anomalie. Ça se fait au fil de l'eau. Alors, c'est vrai que là-dessus, nous n'étions pas assez au fait. Alors que c'est vrai que si on fait l'évaluation Calista et qu'on se met en dessous de 50%, d'office, même en évaluation interne, ça nous propose la fiche anomalie. Et là, on a été un peu surpris parce qu'on nous a appris, hop, à l'après-midi, voilà, vous avez une fiche anomalie. Et c'est vrai qu'on se dit, bah mince, on n'a même pas le temps de dire ouf, il y a déjà la fiche qui est faite et c'est le non-retour. Donc là, il faut savoir que dès qu'il y a un risque d'être en dessous de 50%, c'est pas expert visiteur dépendant, c'est la grille Calista qui déclenche la fiche anomalie et qui après, automatiquement, devrait être complétée, mais on ne la voit pas pendant la visite, on la découvre au moment du rapport. Donc après, vous n'avez pas, vous n'avez pas un échange du coup avec les experts pour compléter cette grille, cette fiche? Si on a eu un retour avec les experts au moment de la fiche anomalie. Qui génère un peu de stress. Je sais pas si tu entends bien. Oui, on a eu 3 fiches anomalies. Et c'est Mme Bernard, la directrice des soins. Donc, c'est vrai qu'au moment où se déclenche la fiche anomalie, les experts nous demandent à nous rencontrer. Donc là, c'est là où il y a un moment de stress. Ouais. Oula, bon. Mais bon, après, le but, c'est aussi de réagir et d'être très réactif pour montrer qu'effectivement, bon, il y a une anomalie, mais on va la corriger tout de suite. Ils l'ont vu d'ailleurs. Ils l'ont vu, voilà. Je pense qu'ils ont quand même été c'est ça. conscients. C'est vraiment le... Bon, donc du coup, mais c'est vrai que le fait d'être, on va dire, convoqué entre guillemets dans la salle où se trouvent les experts, parce qu'il y a une fiche anomalie qui est sortie, c'était enfin, en tous les cas pour moi et pour les responsables qui étaient invités à rejoindre des experts, un moment stressant quand même. Bon, voilà, après, on reprend nos activités, on agit, on prouve qu'on a mis des choses en place et voilà. Ouais, c'est ça. En fait, je viens d'avoir un expert visiteur justement ce matin au téléphone qui me disait l'important, c'est vraiment que les experts voient comment la réactivité en fait de l'établissement, c'est vraiment ça aussi que la commission de certif va prendre en compte. C'est comment l'établissement réagit face à cette fiche anomalie. C'est ce qui va des fois comment être jugé pour est-ce que l'établissement peut être certifié avec mention finalement. C'est vraiment la réactivité de l'établissement dernière suite à la création de cette fiche anomalie. Alors, je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Docteur Timsit. Moi, je ne vois pas du coup. Oui, alors je suis moi-même expert visiteur et coordonnateur de visite. Donc, j'ai fait une visite où effectivement, il y a eu des fiches anomalies. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fiches anomalies, elles sont faites que pour les critères impératifs. Hein. Donc, il faut qu'on n'atteigne pas un certain... Il faut qu'on soit à 0 sur différents... On est vraiment... Il y a des non-réponses, du non sur tout le critère qui fait que la fiche se génère. Donc, par rapport à un critère. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait une rencontre avec les professionnels puisque c'est une obligation, ça fait partie dans notre cursus. Quand on a une fiche anomalie, on se doit d'aller rencontrer la gouvernance. Donc, s'il n'y a pas eu ça, c'est qu'il y a eu un défaut dans la visite parce que normalement, il faut qu'on rencontre la gouvernance, qu'on ait une explication avec eux, qu'ils nous expliquent s'ils étaient conscients du risque, s'ils l'avaient intégré dans leur PAX, s'ils avaient une dynamique autour de ça.
Et effectivement, comme vous le disiez, ça peut bémoliser la fiche anomalie dans le sens où effectivement, s'il y a conscience du risque et qu'il y a déjà une action en cours, ça va amoindrir la fiche anomalie pour la décision finale. Merci. Je vois qu'il y a une autre main levée, Madame Durand. Oui, bonjour. Ma question était, est-ce que par rapport à ce que vient de dire le médecin, ça suppose que lorsque la fiche anomalie est déclenchée, formalisée, cette rencontre avec la gouvernance, est-ce qu'il y a, si l'établissement amène les preuves qu'il faut, cette fiche anomalie est révisée sur qualité ou pas du tout? Attendez, il y a un peu beaucoup de bruit. Oui, enfin, elle peut être révisée, cette fiche anomalie, si vraiment, effectivement, l'expert qui a fait l'investigation avait mis non et n'avait pas vu un point particulier. Mais c'est relativement rare. En général, si la fiche a été déclenchée, c'est que vraiment, il y a eu une réponse qui permettait de la générer, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Mais effectivement, ça peut arriver qu'on revienne dessus, hein, mais c'est plutôt rare. Donc, généralement, elle se justifie. Vous rencontrez la gouvernance. Ça suppose que s'il y a des choses qui sont enclenchées assez rapidement ou qui n'ont pas été clairement affichées, ça suppose que derrière, c'est au niveau de l'HAS qu'il peut y avoir une pondération par rapport à ce que vous aurez échangé avec la gouvernance. C'est tout à fait ça. En fait, dans notre analyse de la fiche anomalie, c'est un texte assez long qu'on fait où on indique effectivement quel est le risque, est-ce qu'ils sont conscients du risque, est-ce qu'il y a une dynamique derrière, est-ce qu'il y a un plan d'action, est-ce que c'est suivi, etc. Donc, quand le collège se réunira, il lira ces fiches anomalies. Et donc, il verra un petit peu en fonction du contexte de l'anomalie, il verra si effectivement ça pondère ou pas vis-à-vis de la décision. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, du coup, je continue. Donc, au niveau des résultats, au moment de la restitution, on a ce genre de petites représentations, une pyramide avec la moyenne pour chaque chapitre. Chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3, avec un résultat global. Alors, Aziza, on peut préciser que ce n'est pas notre résultat officiel, puisque c'est juste ce qui est sur notre plateforme Calista, et on n'a pas encore eu la décision de la HAS. Mais c'est ce qui est déjà disponible sur notre compte. Avec des résultats par objectif aussi, une moyenne à chaque fois. Et c'est la même chose pour les critères avancés. On a à chaque fois les objectifs. Nos points de vigilance. Alors, on ne va pas faire la liste à l'après-vert. Là, c'est les points qu'on a un peu soulevés au décours de la visite. Et il y a des points qu'il ne faut pas négliger. On a eu une fiche anomalie. Vraiment, on n'y pensait même plus. Des petits critères sur la prise en charge du mineur. C'est des choses qui nous paraissent tellement évidentes. Je pense que pendant un groupe de travail, la question, elle était posée de manière pas assez forte, ou en tout cas paraît trop évidente. Là, on s'est retrouvé avec des pratiques qui ont échappé à tous les visiteurs de toutes les précédentes visites. Et même à nous, puisque on découvrait presque cet écart. Donc, surtout, prenez bien le temps de faire le point de ce qui est supposé bien aller depuis toujours et de vous en assurer et de rien laisser au hasard. Parce que c'est vrai que là, et c'est vraiment bien parce que les experts visiteurs sont sur le terrain, travaillent avec les équipes et je pense qu'ils rendent aux équipes un réel regard sur leur travail et c'est vraiment utile pour les soignants qui des fois se sentent un peu trop loin rien qu'avec le jargon. Aujourd'hui, on est vraiment dans la pratique. Donc, c'est important de bien remettre les points sur les i avec les équipes sur leur pratique, qu'il n'y ait pas de déviance
Voilà. Ensuite, mon représentant des usagers, c'est vrai qu'on met dans nos livrets d'accueil, qu'on peut avoir des fois des informations, mais on se rend compte que même s'ils sont actifs, on n'est pas encore dans un vocabulaire et dans une façon de voir du patient assez normale de parler de ses représentants usagers, même si on a fait tout un petit discours, même si nous, ça fait 3 années, même 4, où on essaie d'inviter les représentants des usagers aux semaines sécurité patient. Bah, là, on s'est rendu compte que c'est pas autant les représentants des usagers connaissent vraiment maintenant très bien notre établissement et s'investissent, mais nos patients ne connaissent pas encore assez nos représentants des usagers. Après, tout ce qui est pertinence, circuit médicaments, bah, ça reste des points et c'est des impératifs, donc il n'y a plus de débat à avoir. Hein. L'aide de liaison, nos indicateurs, bon, comme le disait un des experts intervenants, il n'y a pas de surprise, c'est un impératif. Donc, il faut avoir nos éléments, il faut avoir en face les indicateurs qui vont bien si on n'est pas bon et montrer notre dynamique. Et c'est vrai que là, c'est un échange constructif où on voit vraiment la prise en compte de cette dynamique dans nos démarches et pas juste la photo à l'instant T. On prend le risque et on prouve les actions qu'on est en train de mener et qui avancent. Bien sûr, ils vont à chaque fois s'assurer que ce qu'on a dit dans le plan d'action est bien connu et bien vrai. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment aussi dans la pratique terrain et pas juste sur un papier qui dit oui, si on fait ça, on fait ça. Là, on a vraiment bien vu la boucle. Hein, les vraiment bien le jeu. Moi, je pense plus à l'ISO 9001 presque, hein, où ils sont vraiment dans la boucle complète de la vérification des informations qu'ils ont eues sur la pratique. On est vraiment dans un bon système qui reconnaît le travail des équipes de soins. Ok. Le ressenti des équipes de soins. Donc là, je vais laisser la parole à Christine Bernard, la directrice des soins. Si on reprend un peu l'historique de la visite de certification de 2016, effectivement, on est parti de loin, où on a, à partir de 2017, commencé à retravailler les bases, on va dire, pour obtenir une culture qualité qu'on n'avait pas vraiment, qu'on ne pouvait pas percevoir à l'époque. Et donc, on a commencé à impliquer de nouveau les équipes dans les démarches qualité. Avec la qualité, on a retravaillé en réunion de service des points importants sur l'hygiène, la tenue du dossier patient, les prescriptions médicales. Bon, voilà, on a repris pas mal de sujets et on a essayé d'amener, connaissant pas la visite de certification de V2020, on ne savait pas vraiment où on allait. Mais on a repris toutes les bases et pour arriver finalement à réussir à intégrer toutes les équipes soignantes dans les instances, dans les RMM, dans les CREX, pour qu'elles puissent s'approprier justement ces démarches. Elles n'avaient même pas conscience quelque part qu'elles étaient dans une démarche qualité au quotidien, elles ne s'en rendaient même pas compte. Pour elles, c'était quelque chose à faire en plus, alors qu'au quotidien, on ne met pas en danger les patients, on travaille avec une certaine qualité de soins, enfin, on n'imagine pas le contraire, enfin voilà. Et donc, petit à petit, elles se sont rendues compte, au travers aussi de formations en interne avec la qualité, sur la gestion des risques, en les impliquant dans les cartographies, de se dire, effectivement, tous les jours, au quotidien, on est dans cette démarche et dans cette culture qualité. Donc, ça s'est fait progressivement jusqu'à cette année, jusqu'à la visite de certification, où sincèrement, je pense qu'elles ont été aptes et capables devant les visiteurs experts de parler de leur quotidien et en toute transparence en tous les cas. Hein, donc, pendant la visite, effectivement, ça s'est relativement bien passé. Elles ont apprécié justement de pouvoir parler de ce qu'elles faisaient. Valoriser le travail qu'elles faisaient. Voilà, elles ont sans tabou échangé avec les experts de façon naturelle. Voilà. Et je pense que même les experts nous ont fait la remarque en disant qu'ils avaient été absolument bien accueillis par les équipes, mais ça a été réciproque pendant la visite de certification. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de stress pendant la visite. Mais c'est parce qu'elles ont vraiment participé en amont à toutes les démarches qu'on avait mises en place. C'était vraiment important qu'elles s'approprient toutes les démarches, puisque de toute façon, la certification de 2020, elle se passe essentiellement sur le terrain. La gouvernance, on est rencontrés une ou deux fois, mais franchement, c'est vraiment sur le terrain que ça se passe pour les 5 visiteurs qui étaient là. Et donc, voilà, elles les ont accueillis, elles ont parlé aisément et répondu aux questions sans souci.
Donc l'après, l'après, on continue de travailler, hein, on ne va pas laisser retomber le soufflet. Donc on a mis en place des actions par rapport aux fiches anomalies qu'on avait eues. On avait déjà réagi tout de suite. Donc on a continué notre travail et on continue encore puisque là on est en train de préparer la certification ISO 9001. Donc, il y a eu tout un travail également de refait. On a révisé tous nos protocoles, nos procédures, on les a réactualisés. Donc voilà, aujourd'hui, on continue de travailler. Le soufflet n'est pas retombé et on prépare notre certification ISO 9001 pour le mois de mars, si je ne m'abuse. Donc voilà, on continue nos petits groupes de travail sur différentes thématiques. Et je pense que c'est important de garder cette dynamique parce qu'effectivement, la certification, c'est bien, c'est pendant une semaine, sauf que la qualité et sécurité des soins, c'est tout le temps. Donc, on ne met pas non plus une pression trop intense auprès des équipes puisque c'est pas bon non plus. En plus, là, on retraverse une période de Covid assez stressante pour tout le monde. Donc, mais voilà, ça n'a pas empêché. Et je reviens un peu sur ce que disait Aziza. Y compris pendant la période Covid, sur les premières vagues, on a continué à travailler sur notre démarche, on a continué à faire des audits, on a continué à faire des groupes de travail, on a continué à participer aux réunions de service, on a mis en place des projets de service, ça c'est important aussi, de mettre en place des projets de service, du coup, ça fédère les équipes autour d'un même projet. Là où il faut aussi insister, c'est qu'elles connaissent aussi les indicateurs de leur service. Bon, il y a des petites choses qu'elles ne connaissaient pas quand on parlait d'INS. Effectivement, elles ont fait des gros yeux quand les experts posaient la question. Et tout ce qui est X-Shot. Les X-Shot, tout ça, c'est connu, c'est intégré. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret sur des thématiques bien précises en hygiène. Donc voilà, donc elle continue de toute façon à travailler, elle participe au RMM, elle participe au CREX, elles font partie des instances, voilà, on a gardé cette dynamique et de toute façon on ne la lâchera pas jusqu'à la prochaine certification. Je pense que si le soufflet retombe, c'est pas bon, il faut tout reprendre et c'est encore plus compliqué. Mais voilà, globalement, on continue à travailler. Elles ont bien vécu. Ouais, elles ont vraiment très bien vécu cette certification. Voilà, c'est globalement ce que je pouvais dire, sauf si vous avez quelques questions auxquelles je peux répondre, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, ça montre bien du coup qu'il faut vraiment continuer sa démarche qualité en continu. En fait, finalement, c'est ce que vous faisiez quand on voit votre présentation, les quick audits, en fait, c'est des choses que vous faisiez déjà avant. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas changé pour l'assertif et du coup, c'est vraiment une démarche qualité continue. Après, c'est ce que mon collègue a mis dans le chat de Dr De Cohen, le plus important est l'implication des soignants dans toutes les démarches entreprises. C'est vrai que là, on est sur une certif où les experts visiteurs sont énormément sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'en fait, il faut vraiment une implication des soignants la plus importante possible parce que ça va être eux en contact direct avec les experts. C'est ça. Donc, la particularité aussi, c'est qu'on peut les accompagner. Moi, je sais que j'ai accompagné, on a des responsables de pôle, donc parfois, il y avait la responsable ne pouvait pas être dans tous ces services en même temps. Donc, on se répartissait un petit peu l'accompagnement des experts. Donc, voilà, on peut être là. Pendant les échanges avec les personnels, on est présente. Bon, voilà, on laisse échanger. Il y a des équipes plus ou moins… les rencontres avec un seul élément sont plus compliquées parce qu'on met mal à l'aise la personne qui est écoutée. Par contre, il y a des services où elles étaient nombreuses et ça les a beaucoup aidées. Donc, je prends l'exemple de la chirurgie. Quand on a parlé du cancer, il y avait les soins de support qui s'étaient joints à l'équipe qui accueille, par exemple, le cancer du sein. Donc, c'était plutôt sécurisant pour tout le monde d'avoir ses collègues plutôt que d'avoir des échanges en individuel. Moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu des échanges où il y avait du monde et les échanges en individuel où la personne qui est interrogée, elle est plutôt mal à l'aise. Or, celles qui sont entourées, qui sont nombreuses, chacune prend la parole, chacune a envie de défendre un petit peu ce qu'elle fait. Donc, ça, c'est important aussi
pouvoir détacher du monde et de prévoir les effectifs pour rencontrer les experts. Ça, on a dû le gérer aussi. Hein, parfois, on renforce un peu pour pouvoir libérer les personnels et rencontrer les experts. Il faut le prévoir parce que si vous êtes dans un service où il y a une charge de travail élevée et que vous ne pouvez pas détacher la personne qui va être rencontrée, c'est un peu plus compliqué. Donc, par exemple, aux urgences, on avait ce soir-là, pour la visite de nuit, renforcer le service des urgences pour pouvoir détacher un infirmier qui a pu répondre aux questions. Mais il faut le prévoir quand même dans le planning, sinon ça peut être compliqué à gérer. Ouais, donc une organisation à prévoir en amont de la visite des experts visiteurs semble quand même assez importante. Ouais, alors, il y a une question dans le chat. Si la démarche qualité gestion des risques est continue, à combien de temps estimez-vous le délai raisonnable pour préparer la visite? C'est vrai que vous, niveau préparation, ça a dû être un peu timing serré. Je ne sais pas si vous pouvez du coup y répondre, c'est toujours un peu délicat, hein, c'est en fonction de la démarche qualité de chacun, mais… Moi, je dirais qu'on l'a commencé à la préparer en 2017. Au vu des résultats de celle de 2016, moi j'ai intégré l'établissement en 2017. Et petit à petit, on va dire que ça a été une préparation pour plusieurs années. Voilà, en continu. Vraiment, les groupes de travail, on les a vraiment commencés fin 2020, 2021. Début 2021, ouais. Oui. On a commencé à travailler sur tous les critères. Donc, on faisait des… Parce qu'on n'avait pas le référentiel avant. Oui, on n'avait rien. Donc, je ne suis pas convaincue. Hein. Là, c'est parce que j'entame une autre visio, là, derrière. On a été systématiquement des équipes terrain à venir travailler avec nous. Donc, c'est des réunions sur un ou deux critères à la fois. Des réunions d'1 heure, pas plus. On ne peut pas sortir non plus les équipes trop longtemps dans le service. Donc, c'était vraiment des petites réunions d'1 heure sur un ou deux critères. On faisait un compte rendu et puis on mettait un plan d'action quand on voyait qu'on n'était pas bon sur ces critères-là. On mettait un plan d'action, on suivait ce plan d'action, on faisait le point en réunion avec hein, et sur l'état d'avancement. Et puis après, une fois que les actions ont été bien menées, on mettait nos packs à jour, etc. Voilà. D'accord, ouais, donc ça n'a pas démarré. Non, on a démarré depuis 2020. C'est déjà un travail de longue haleine, déjà bien entamé depuis 2017. Oui. Si on veut, je vois le docteur Decoigne qui parlait le quid de la connaissance des indicateurs et des objectifs. Si on fait ça que 6 mois avant la visite, on a vraiment l'impression de travailler pour une visite de certification. En fait, nous, on se bat à dire, on se bat pas, on fait pas une démarche pour la certification, on fait une démarche pour nos patients. Donc là, on travaille la sécurité de nos patients et la prise en charge de nos patients. Et les experts visiteurs viendront voir ce qu'on a fait, mais on ne travaille pas pour les experts visiteurs. Et là, avec l'équipe Aziza et Christine, ça a été de dire, ça doit être une habitude de travail, ça doit être du normal. Et on doit travailler comme ça. Et leurs réunions institutionnelles doivent toujours faire ces points. Et les groupes de travail, ça a été, parce que malgré tout, les équipes, elles se sentent quand même inquiètes des experts visiteurs qui ont débarqué. Donc, c'est bien de prendre le temps de feuilleter, de lire beaucoup même les grilles des experts et puis qu'elles comprennent, voilà, de les sensibiliser. Mais sinon, je pense que les équipes aujourd'hui ont beaucoup été moins surprises par la visite et beaucoup plus à l'aise que les précédentes. Oui, tout à fait. Justement, alors il y a une petite dernière question dans le chat. Ensuite, il y a plusieurs mains levées. Je laisserai la parole aux mains levées. Comment se passe la visite de nuit? Je l'ai vécu. Alors, il y a eu une visite de nuit aux urgences et une visite de nuit en SSR à Mao. Donc, ce sont les directrices des soins qui ont accompagné l'expert qui a effectué la visite. C'était une rencontre avec les équipes. Bon, là, pour le coup, aux urgences, c'était un infirmier. Donc, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Bon, ce que je disais tout à l'heure, il était tout seul, donc un petit peu plus mal à l'aise que les équipes où ils étaient plus nombreux. Mais bon, voilà, et en même temps, les questions, c'est toujours les mêmes, hein, que ce soit dans un service ou un autre. C'est pas, ils viennent pas voir ce qui se passe à l'instant T, la nuit, dans le service. Hein. C'est juste la rencontre avec
Quel genre de questions C'est des questions qui vont un peu dans tous les sens. Hein. On peut très bien avoir des questions sur est-ce que vous connaissez vos indicateurs, est-ce que vous connaissez, j'ai plus en tête, hein, Comment faire si vous n'avez pas de médicaments? Oui, le circuit des médicaments, est-ce que vous connaissez si enfin, ça part dans tous les sens. Eux-mêmes le disent. Hein. Je vais passer du coq à l'âne, donc voilà, c'est un peu ça, on passe du coq à l'âne. Mais c'est la grille qui est de toute façon est la même que celle dans d'autres services le jour. Mais là, bon, c'était une rencontre la nuit avec un infirmier qui était venu aux urgences. Et c'est ça, mais c'était le même questionnaire pour tout le monde. Hein. Parce que moi, j'ai vécu après celui de la maternité, c'était la même chose. Bon, après, on connaît les questions, mais bon, voilà, les équipes, il y en a qui savaient répondre, il y en avait d'autres, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, après, c'est personnel dépendant. Hein, voilà. Mais ça a duré à peu près 1 heure. C'est pas 1 heure de rencontre avec un personnel. Et vos représentants des usagers, du coup, ont eu aussi des entretiens avec les experts? Oui, ils ont été vus le premier jour, donc avec l'audit système représentant des usagers. Ce que j'avais fait, c'est que je les avais vus en fait une semaine avant aussi pour leur rechecker avec eux la grille sur Calista. Et le jour de la visite, apparemment, ça s'est très bien passé. Ça a duré 1 heure, 1 heure et demie aussi. Et puis, ils ont été vus le premier jour. D'accord. Okay. Alors, j'ai une main levée, docteur Timsit. Oui, je voulais dire qu'effectivement, pour bien se préparer, vous l'avez fait d'ailleurs, c'est très intéressant de faire une première mini auto-évaluation dans son établissement, couplée aussi avec ce que vous avez fait aussi, des observations de terrain régulières. Donc, ces observations, elles sont super importantes parce que ça sensibilise les professionnels à l'hygiène, au respect, à l'intimité, à la sécurisation du médicament, vraiment tous les prismes qui seront vus partout, parce qu'il faut savoir que la méthode la plus employée pendant la visite, c'est l'observation. Hein, puisqu'on fait une observation à chaque traceur. Donc, il faut vraiment que les équipes soient aguerries sur la grille, la checklist des observations, donc que ce soit quelque chose qui soit vraiment connu des professionnels, et puis, comme vous dites, que ce soit pas que pour l'assertif, hein, qu'on ait 0 bijoux, c'est tout le temps, hein, et qu'on respecte les règles d'hygiène, c'est tout le temps. Et donc, effectivement, il faut l'intégrer dans les quick audits qu'on fait régulièrement, et que ce soit les cadres qui soient porteurs, les cadres de proximité qui soient porteurs de cet audit d'observation régulier. Ensuite, vous avez parlé de la visite de nuit. Alors, la visite de nuit, c'est pas tout le temps. C'est plus obligatoire, on ne la fait pas systématiquement, c'est ce qu'il faut savoir. Moi, je privilégie, je trouve que vous avez raison, faire une visite de nuit, souvent, ils sont tout seuls. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, enfin, entre guillemets. Pour moi, je préfère inviter des personnes de nuit à une rencontre de journée sous forme d'audit système entretien professionnel. Ce que vous avez cité comme grille, c'est l'audit système entretien professionnel. Et vous avez tout intérêt à faire travailler vos professionnels, pardon, excusez-moi, vous avez tout intérêt à faire travailler vos professionnels avec cette grille. Vous préparez, enfin, en fait, cette grille, vous préparez je vous donne un truc, hein, mais vous préparez les réponses attendues sur cette grille, sur l'ensemble, parce que c'est vraiment, on passe du coq à l'âne. Cet entretien, c'est vraiment, pour nous, en tant qu'experts, c'est pas facile, parce que c'est du coq à l'âne. En fait, l'audit système entretien professionnel, c'est vérifier sur le terrain tous les autres audits de gouvernance. Ce qu'a dit la gouvernance, est-ce que sur le terrain, c'est appliqué. Donc, effectivement, on passe du plan blanc aux indicateurs, à l'usager, enfin, on passe à plein d'éléments. Donc, moi, s'il y a quelque chose à faire, c'est effectivement travailler sur cette grille, y apporter les réponses et sensibiliser, communiquer autour justement des différents critères auprès des professionnels pour que justement ils sachent que c'est qu'un indicateur, ils sachent que c'est que le plan blanc, ils connaissent leur couverture vaccinale entre guillemets, enfin où ils connaissent un petit peu leur obligation vaccinale, enfin tous les thèmes qui sont dans cette grille, ils sont indispensables à faire connaître aux professionnels de nuit comme de jour. Merci, docteur Timsit. Alors, j'avais une main levée, madame Remio. Oui.
Oui, bonjour, j'ai plusieurs questions. Quelle est la place des EPP dans cette certification? Est-ce qu'il y a réellement des questions qui sont posées sur les EPP? Est-ce que dans un SSR, est-ce qu'il est nécessaire que les portes de chambre soient fermées ou si elles ne sont pas fermées, est-ce qu'il faut que ça soit tracé dans le dossier que c'est à la demande du patient? Et comment identifiez-vous les traceurs ciblés qui vont être investigués? J'ai du mal, moi, ça. À partir de quel élément, enfin, qu'est-ce qui déclenche le traceur ciblé? Et autre chose, donc, est-ce que vous pouvez préciser lors des entretiens professionnels, quels sont les professionnels qui sont rencontrés? Donc, ça fait 4 questions. Merci. On va déjà parler des professionnels. Tous les professionnels peuvent être rencontrés. Donc, ça peut être les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, les brancardiers, tout le monde. Donc, généralement, c'est les experts qui nous disent un peu les personnes qui souhaitent rencontrer aussi, mais ils ne sont pas fermés en fait. Plus il y a de professionnels, mieux c'est. Au niveau des EPP, alors nous n'en avons pas parlé. Alors, il y a quand même eu, je pense que c'était au travers des échanges avec les équipes, parce que moi j'ai en tête l'échelle Maddox qui a été bien soulevée parce que c'était une EPP qu'on a réussi à mettre dans tous les services et que l'établissement utilise depuis 3 ans et donc qui tourne très bien. Je suppose qu'en effet, autant nous, en tant que responsable qualité, on voyait les EPP côté outils, méthodos, et des fois ça nous agaçait un peu parce que c'était plus je dirais aux soignants de maîtriser et de voir l'intérêt de leur EPP. Je crois que ça, les professeurs l'ont bien vu au détour des rencontres avec les soignants ou des patients traceurs. Mais nous, au niveau supervision, ou en tout cas gouvernance, on a moins été interrogés là-dessus. Il y a eu, juste par rapport à l'hémovigilance et sécurité transfusionnelle, puisqu'il y a quand même eu sur la pertinence des transfusions, on avait réalisé une EPP sur la pertinence d'utilisation du SUV. C'est juste dans la conversation de dire, voilà, je suis un EPP sur cette thématique. Donc, je pense que là, voilà, on en a parlé, mais pas plus que ça. Juste dans le suivi des audits que l'on peut réaliser. Donc, voilà. C'était plus dans une conversation où on disait on a un EPP là-dessus que de nous demander qu'est-ce que vous avez comme EPP en cours. Et ensuite, par rapport aux traceurs ciblés, le choix, c'est vrai qu'en fait, nous, par exemple, le traceur ciblé événement indésirable, ils nous ont demandé l'événement indésirable qu'on a déclaré sur le portail, par exemple. Après, ils sont assez... on voit avec eux, en fait, on échange directement avec eux pour l'antibiotique Paros. Ils nous ont demandé un patient qui était sous antibiotique Paros. Ils ont juste suivi le planning de visite qui avait été déjà défini au moment de bien avant la visite de certif. Simplement. Pour les IAS, ils nous ont demandé un patient qui était en isolement, par exemple. Donc, pareil, on a fait la liste des patients en isolement et puis ils ont fait leur choix. Du coup, la donnée d'entrée en fait des traceurs ciblés, vous l'avez su le jour J, enfin le jour de la visite. Ouais. Vous saviez qu'il allait y avoir des traceurs ciblés sur le circuit du médicament, mais sans en savoir la donnée d'entrée. Ben si, ils connaissent la donnée d'entrée normalement. Ouais, sur le programme de visite, sur le planning en fait. Ah, d'accord, sur le planning, vous avez quand même. Ok. D'accord, on les connaît au moment du programme de la visite finalement, c'est ça? C'est ça. D'accord, merci. Après, ce qu'on a eu aussi comme difficulté, c'est que normalement, on devait avoir des patients pour des enfants pour un neurologue. Sur le programme opératoire, cette semaine-là, il n'y en avait pas. Donc, on a dû, avec les experts, revoir notre copie et trouver notre solution. Il y a des choses comme ça, on réagit. Ou alors, par exemple, sur des patients traceurs, il y a des patients qui ne donnent pas leur accord. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Par exemple, si je prends le cas de la chimio, en chimio, pourtant, il y a des patients tous les jours. Personne ne voulait donner son consentement et participer. À la dernière minute, on a trouvé une personne
qui a bien voulu donner son consentement pour participer, mais c'était vraiment à la dernière minute où à la fin, je suis arrivée avec ma femme, j'ai dit, ça y est, j'en ai trouvé une qui veut bien répondre, mais voilà, parfois, c'était pas aussi simple que ça de trouver des listes et d'avoir les consentements des patients surtout. Donc, on s'adapte à chaque fois, on s'est adapté et on trouvait ensemble, on va faire tel patient traceur sur telle pathologie au lieu de faire celle-là parce qu'on n'en a pas. Donc, il faut refaire des réglages de dernière minute, mais ça, on le fait conjointement avec les experts. Et on trouve toujours nous, pour le coup, on a toujours trouvé des solutions de dernière minute. Et voilà, c'est pour ça qu'on a pu respecter le planning qui était défini à la base. D'accord. Et concernant les portes de chambres fermées, je pense que la question, je la poserai plus spécifiquement à Mme Timsit, peut-être. Alors, les portes fermées, bien sûr qu'il peut y en avoir, mais à la seule condition qu'on ait un accord tracé du patient dans le dossier. Il faut pas, même si vous décidez effectivement que vous ouvrez la porte pour surveiller votre patient, ce qui est logique, hein, c'est souvent comme ça. C'est pas parce que c'est simplement parce que vous voulez le surveiller. Si le patient n'est pas communicant, il faut que vous ayez l'accord de la famille ou de l'entourage. Mais il faut qu'à un moment donné, dans le dossier, il y ait une traçabilité du respect de son droit. Et donc, par contre, si on retrouve un service avec toutes les portes ouvertes, là, ça va nous gêner. Mais effectivement, on est conscient. Puis nous-mêmes, on est des soignants de nos établissements. On sait bien que les portes, de temps en temps, on les ouvre pour les surveiller, les patients. Et dans ces cas-là, il faut le tracer. Mais c'est recevable si c'est tracé. Ok, très bien, merci. Christophe, je vois que tu avais ta main levée. Ton micro est coupé. J'ai 2 points majeurs donc, sur ce retour de visite. Vous voyez clairement que ce retour de visite a lieu sur le terrain et que si vous n'avez pas d'implication des soignants, c'est fini, c'est mort. Donc ça, c'est le premier point. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tous les établissements vont faire un effort pour leur première visite, mais ça veut dire, et c'est ce dont tu as parlé, la clinique Anne d'Artois et Maheude, c'est qu'il faut continuer après. On ne fait pas la visite parce qu'il y a la visite. Et sinon, la suivante, c'est le mur obligé, parce que ça va monter d'un cran. Voilà, ça c'est le point fondamental sur le premier point que j'avais à dire. Le deuxième point, moi ça me fait peur quand j'entends dire bon, les EPP. Non, non, les EPP, il faut les faire et il faut continuer à en faire parce que c'est une des méthodes pour justement acculturer aux soignants, pour qu'ils prennent compte de leurs indicateurs, pour qu'ils comprennent la façon dont ça fonctionne, pour qu'ils soient en plein dedans. Donc les EPP, c'est avec les soignants et c'est vraiment à fond dedans et c'est un outil. Alors effectivement, les experts, ils ne vont pas venir vous demander le nombre d'EPP. Ils n'en ont pas besoin. Ils vont voir sur le terrain, ils vont vite voir la dynamique. Ça marche pas. C'est simple, c'est facile. Alors on peut cacher des choses à la première, mais à la deuxième, ça ne passera pas. Vous pouvez essayer de trouver les meilleurs dossiers, les meilleurs machins, mais d'abord, il y a l'observation. Et ce qu'a dit Mme Timsit est vrai. Et vous faites-le déjà dans vos établissements, jetez un œil et vous allez vite voir. Il y a plein de choses que vous pouvez corriger de base. Voilà. Donc, c'est vraiment une implication des personnels de tout le temps et de faire donner du sens. Et le manuel, l'ensemble des objectifs donnés par le manuel, si ça peut être un peu écœurant parce que c'est du 1.01, 1.02 et compagnie, c'est que du bon sens. Sincèrement, c'est que du bon sens. Et simple à traduire en langage soignant. Mais ça demande effectivement une charge de travail de départ pour que les soignants collent avec ce qu'on leur demande dans le manuel. Mais c'est leur boulot de tous les jours. Voilà. Merci Christophe. Je vois Dr Timsit, vous vouliez intervenir? On n'entend pas.
Je rejoins totalement Monsieur Decoing, quand vous disiez EPP, on ne s'occupe pas du tout, au contraire, on est complètement dedans. Ça fait partie de la démarche en elle-même. Hein. Quand on va voir l'antibiotique, on va voir s'il est réévalué, on va voir si effectivement il y a une justification. Donc automatiquement, on va poser la question s'il y a eu une évaluation. Quand on va faire tout le versant pertinence, on va quand même apprécier s'il y a eu des revues de pertinence faites. Donc, malgré tout, il y a quand même des critères très liés aux EPP. Et puis, c'est quand même le fondement même de la démarche qualité. Donc, les audits que l'on fait dans les services, le zéro bijou, l'antibioprophylaxie, l'audit de la checklist qui fait partie quand même d'une évaluation de critères impératifs. Donc, il faut savoir que si on ne fait pas cet audit, cet EPP autour de la checklist, ça va jouer sur le critère impératif et ça va jouer sur une fiche anomalie. Donc, l'EPP, elle est primordiale, mais effectivement, elle n'est pas aussi calandée, enfin, elle n'est pas aussi formatée, parce avant, on avait un grand tableau de bord où il fallait qu'on remplisse. Ça n'avait pas de sens, en fait, parce qu'on retrouvait des vieilles EPP qui dataient de je ne sais pas combien de temps, qui n'étaient pas refaites. Là, c'est au fil de l'eau, selon les besoins, selon les risques identifiés. Et vraiment, c'est ça qui est important, c'est que les professionnels sachent pourquoi on les fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat, même s'il n'existe plus en tant que tel dans la nouvelle procédure, importance des pilotes de processus. Je ne sais pas si à la clinique Anne d'Artois, vous aviez des pilotes de processus en V2014 auxquels vous avez donné des nouvelles missions ou... On avait des pilotes de process pour la V2014 qui sont restés les mêmes pour la V2020. Seulement, au lieu de gérer un process, ils vont gérer des critères dans les différents chapitres. Après, l'importance, pendant les audits systèmes, ils ont participé aux audits de système, les pilotes de process. Après, c'était vraiment avec leur groupe de travail. Donc, il n'y a plus... Ça n'a plus la même importance que la V 2014, mais ils sont encore présents, ils sont encore identifiés au sein de la clinique. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste dire l'exemple des EPP. C'est vrai qu'on n'est plus, et c'est tout à fait ça dans le tableau de bord EPP, où la qualité embête tout le monde à dire il faut mon tableau de bord bien à jour. Par contre, à tous les soignants, n'oubliez pas qu'on voudra, nous, la qualité, on voudra encore avoir un suivi de ce tableau de bord et avoir les infos et l'état d'avancement des EPP. Parce que c'est vrai que je pense que quand tout va bien, les experts visiteurs trouvent leurs réponses auprès des soignants et des personnes de terrain. Et du coup, ils n'ont rien à demander de plus parce qu'ils ont eu leur réponse. Si ça va moins bien, je pense qu'on tricote, on fait le PDCA et puis on va aller rechercher le B.A.B.A. qui étaient les premières visites de certif où on devait tout formaliser. Aujourd'hui, c'est bien, on nous laisse le bon sens, je dirais, de formaliser ce qui est à formaliser et puis bien sûr les impératifs. Mais on a besoin des bases quand même en qualité pour avoir toujours notre petite cale qui nous dit où on en est dans nos démarches. Il ne faudrait pas qu'on supprime tout. Docteur Timsit? Je voulais juste dire que, en fait, toujours pour revenir à l'EPP, ne faut pas oublier que pendant la grille parcours traceur, quand on interroge les professionnels autour des dossiers, il y a tout un item sur l'évaluation et on demande aux professionnels autour de la table et à ceux que l'on rencontre lors de la rencontre physique s'ils ont participé à des évaluations de pratiques professionnelles, s'ils en connaissent les résultats et s'il y a un impact sur leur organisation. Donc, malgré tout, on est complètement dedans. Hein. Donc, quand on fait le parcours traceur, si on le fait bien, il y a tout un item sur le PP. Hein. Oui, c'est vrai qu'on le retrouve dans le parcours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, un grand merci du coup à la clinique Anne d'Artois et au docteur Timsit du coup pour ces échanges qui ont été très constructifs et je pense que ça va aider pas mal d'établissements dans leur préparation à la visite de certification. Donc, juste un petit rappel, on a réalisé des webinaires thématiques donc avec le MEDIT et le CEPIAS
les replays sont disponibles sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez y avoir accès, c'est sur les critères impératifs. Ça pourra vous aider. Il y a pas mal d'éléments, d'outils qui peuvent vous aider à vous préparer et à répondre à ces critères impératifs. Et ensuite, donc en 2022, donc on prévoit de vous donner plusieurs rendez-vous, dont notamment vous refaire des retours d'expérience. On va essayer de faire ça tous les mois. Un retour d'expérience d'un établissement de la région qui a passé sa visite de certification, juste voilà, pour nous aider dans la réflexion et dans la préparation à cette visite de certification. On prévoit aussi un nouveau café rencontre, donc en partenariat avec l'Omédite et le CEPIAS sur l'antibioprophylaxie. Et ce matin, j'ai eu un expert visiteur au téléphone qui vient d'avoir l'accord de la HS a priori, qui nous propose un retour d'expérience. Donc, il a réalisé 4 visites de certification. Sa 5e est en cours actuellement. Donc, il nous propose, du coup, on verra le point de vue d'un expert visiteur, même si on l'a déjà eu avec le docteur Timsit. Donc, le mardi 18 janvier à 10 h en visioconférence, on aura un petit retour d'un expert visiteur de la région et on espère pouvoir vous donner une deuxième date en janvier sur un retour d'expérience d'un établissement, par contre, de la région qui a passé récemment sa visite de certification. Donc, si jamais vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je peux relayer également à l'établissement ou au docteur Timsit qui répondra volontiers. Donc, n'hésitez pas. Et puis encore un grand merci du coup à Madame Tillier, Madame Guenim, d'avoir accepté de nous partager votre expérience. Merci au docteur Timsit. Et puis, je vous souhaite du coup de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.